Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. L'actualité sociopolitique dans notre pays, le Togo, suscite toujours et encore des réactions et la crise s'enlise davantage du côté des deux protagonistes, notamment la coalition des 14 et le parti présidentiel UNIR. Qui faut-il maintenant pour aider le Togo à sortir d'affaires? Est-ce qu'il y a encore une possibilité de marge de manœuvre des facilitateurs pour arrêter l'hémorragie? La CEDEAO doit-elle jouer toutes les cartes afin de sauver sa tête ou sauver les meubles? En tout cas, nous avons invité ce matin un acteur de la société civile, mesdames et messieurs, pour nous aider à comprendre et aussi avoir les pistes de solutions par rapport à la crise qui traverse notre pays, le Togo. Et il s'agit du président du conseil d'administration du CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, Monsieur Spero Maolé, bonjour. Bonjour Joachim. Comment allez-vous? Dieu est grand, je vais bien. Ah d'accord. On ne vous entend plus tellement ces derniers moments ou ces derniers temps. À quoi cela est dû au niveau du CACIT? Non, disons que nous sommes toujours présents. Le CACIT évolue correctement. Oui. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de le constater demain, puisque demain nous allons faire une conférence de presse pour dire un certain nombre de choses. D'abord faire le rapport, présenter un rapport, ensuite annoncer des choses qui vont vous intéresser. Je réserve la primeur à ceux qui viendront, donc je ne le dirai pas aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais je peux vous avouer... Vous risquez de faire la conférence de presse en même temps, voilà. Mais je peux vous avouer que nous essayons de toujours continuer par travailler avec beaucoup de professionnalisme et d'abnégation. Et je l'avais déjà annoncé dans votre salle ici qu'aujourd'hui nous préférons ne plus faire trop de boucans autour de ce que nous faisons, préférant l'efficacité au bruit. Parce que l'efficacité au bruit. Oui, parce donc, que le tapage ne concourt pas à l'efficacité. C'est la population elle-même qui verra notre efficacité et non ce que nous dirons. Parce que pour avoir, vous savez, quand vous brillez un peu, vous avez toutes les occasions d'avoir beaucoup de personnes contre vous. Et donc les gens n'ont pas voulu nous comprendre. Les gens ont voulu nous détruire en disant plein de choses. Aujourd'hui, nous voulons plutôt avancer sans parler et que les gens découvrent ce que nous faisons. Et donc, demain, par exemple, nous allons annoncer les fruits de ce que nous avons fait. Et je crois que ce serait une bonne nouvelle, non pas seulement pour le CACIT, mais pour tous les citoyens togolais qui ont besoin de ces éléments-là pour que nous puissions avancer correctement. Donc, une bonne nouvelle peut-être pour Asiba Johnson, Folie Sativi, Eza et puis Mensante Kokoroko. Même si la retombée ne sera pas directe pour eux, il y aura quand même retombée. Vous voyez, par exemple, dans les cas que vous citez là, on n'a pas besoin de montrer que le CACIT fait ceci ou ne fait pas cela. Mais forcément, c'est d'abord des collègues de la société civile. Ensuite, c'est des citoyens togolais. Et donc, nous ne pouvons pas rester inertes. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire au travers du CACIT directement et au travers du collectif des avocats du CACIT et de façon indirecte avec des conseils que nous donnons un peu par ici, un peu par là, pour aider à ce que on les sorte et puis, évidemment, pour que leurs conditions de détention soient les plus correctes possibles. Bon, je crois aussi que la semaine passée, nous avons annoncé que nous aurions aimé qu'ils soient libérés, avec ce que ça a dû entraîner également comme
peut-être un peu de crispation d'un côté, mais Dieu est grand, nous avançons. Dieu est grand, nous avançons, mais qu'est-ce qui quand même retient la main du parti au pouvoir de faire libérer ces citoyens-là? C'est vrai, on les accuse de quoi? On ne saurait le dire avec beaucoup de précision. Cependant, qu'est-ce qui retient encore la main du chef de l'État? Je pense que si on va dire la main du chef de l'État, il va dire que non, il laisse les institutions fonctionner. Et donc, c'est la main de la justice togolaise. Même si en réalité, sur le plan extrêmement juridique, c'est très compliqué leur situation là. Parce que au même moment qu'on nous dit que c'est outrage, au même moment qu'on nous dit que c'est un groupe de malfaiteurs, etc., au même moment on nous dit que leur délit est un délit de droit commun. Et donc finalement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qui fait qu'on ne veut pas mettre de la lumière sur donc le chef d'accusation n'est pas totalement clair vis-à-vis de... Les chefs d'accusation ont été, vous savez, au Togo, vous listez une liste de chefs d'accusation, c'est pas ça qui est compliqué. Et surtout que, nous l'avons dit un moment, il y a certains articles du Code pénal qui sont des ouvertures aux magistrats de faire des interprétations qui parfois peuvent être malheureuses, à dessein ou par erreur, on ne sait jamais. C'est pour ça que, par exemple, on peut vous lister 5 à 6 chefs d'accusation pour vous seul, et dans tout ça là, vous ne vous retrouvez pas véritablement, mais vous serez quand même en prison. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que quand les gens ne veulent pas qu'on règle le problème de la justice, le problème du code pénal, etc., faisant comme si eux ils ne peuvent pas passer de l'autre côté, ça m'inquiète. Alors, ça, la justice travaille avec diligence sur ce terrain. On dirait peut-être un terreau fertile pour la justice. Cependant, 2 parutions de ce matin écrivent, je vous donne lecture de ces articles. Incapable de traquer les criminels économiques, Raplicia de Wiao s'offre une promenade de santé et de gaspillage à travers le Togo. Ça, c'est le correcteur qui l'a écrit. Du côté de Liberté, à quotidien privé, on écrit toujours par rapport à la lutte contre la corruption, ce qui suit 50 millions de francs CFA pour du folklore, les corrompus absous. Pourquoi la justice n'agit ou n'interagit pas avec diligence par rapport à la corruption dans le pays? La catégorie de personnes que nous appelons les délinquants au col blanc sont toujours, c'est des gens qui sont toujours difficiles à prendre. Vous savez que malheureusement, nous, dans notre lutte contre l'impunité, nous nous heurtons très souvent à certains problèmes liés à la classe sociale de certaines personnes qui sont considérées comme des intouchables. Ah oui. Et ça, malheureusement, ça dénote que notre pays a une gouvernance qui n'est pas transparente. Vous voyez, normalement, il y a eu plusieurs situations dans lesquelles l'État devrait, l'État, que ce soit le gouvernement ou une commission de l'Assemblée, devait se saisir, s'auto-saisir et prendre des décisions qui sont fermes. Vous voyez, il y a 1 semaine et demie à peu près, où on a parlé des produits médicaux périmés qui ont été utilisés au CHU. Mais jusque-là, on fait semblant de ne rien voir. Prenez... c'est des vies humaines qui sont en jeu. Oui, prenez les investigations des journalistes qui ont montré ce que nous avions appelé le Wassem Gate. Oui. On n'a rien vu venir jusqu'à aujourd'hui. Prenez la route Lomé-Vogan, qui n'a jamais été achevée, mais pourtant on nous a toujours dit qu'il y a de l'argent qui était sorti. Rien n'a été fait. Donc finalement, on comprend les 600 millions au niveau de la CAN, de la CAN. Volatilisé. Et surtout qu'avant la CAN, le premier ministre de l'époque avait assuré que lui-même sera le garant de la comptabilité. Aujourd'hui, rien. Voilà suffisamment de situations qui font dire que la justice togolaise, malgré c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait quand vous voyez par exemple le Conseil supérieur de la magistrature qui a même sorti des petits bouquins pour apprendre aux justiciables comment... qui est en divulgation actuellement. Mais on a enlevé la lutte contre la corruption pour en faire une commission particulière. Et donc normalement, en dehors de la Cour des comptes, on doit s'attendre aujourd'hui à avoir un pays propre
en termes de détournement. Mais je n'apprendrai rien à personne que nous avons trop de détournements des deniers publics, notamment même l'utilisation, de façon très simple, même l'utilisation des véhicules RTG à tort et à travers est un problème. Mais personne n'en parle et on ne punit personne. Donc l'utilisation des véhicules, des voitures officielles doivent être aussi contrôlées. Mais c'est contrôlé. Il y a une époque où on a vu des policiers arrêter les RTG qui circulent les dimanches et les samedis pour voir s'ils ont des documents officiels de mission. Cette affaire a cessé. Et aujourd'hui, les gens utilisent les RTG pour amener la famille à la messe. Et donc, on ne comprend pas exactement. Pour amener la famille à la messe. Ben oui, on les voit à l'église. Moi, j'ai vu hier RTG au niveau de Canal Olympique, toute une famille qui en descendait hier vers 16 heures. J'ai vu RTG, ça m'a étonné. Bon, peut-être qu'il a une autonomie de fonctionnement qui lui permet. Mais ailleurs, finalement, Monsieur Spero, est-ce que l'État a encore les coups de franche de traquer, de sévir et de faire discipliner Monsieur tout le monde? Mais normalement, oui. Normalement, puisque nous payons des impôts pour que l'État ait les moyens de le faire. Si l'État a les moyens de pouvoir contraindre les citoyens à ne pas faire des manifestations publiques, pourquoi l'État n'aurait pas les moyens pour arrêter ceux qui ont volé? Si vous avez volé, c'est un délit. Si c'est un délit, il faut qu'on vous mette en prison. Et l'État, normalement, a le droit de le faire. Ce qui est vraiment encore dommage, c'est que, rappelez-vous, le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, avait dit à un moment donné qu'il y a trop de corrompus au Togo. Mais s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Et les corrupteurs, c'est les gens qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un cercle pas très large de corrupteurs. Disons, une petite minorité. Donc, dans ce cas, je pense que ce serait très facile pour arrêter ça. Alors, si on ne l'a pas arrêté, c'est qu'il y a un manque de volonté de le faire, ou alors qu'il y a un problème que personne ne veut nous dire. Donc la Raplucia serait une poudre aux yeux? Bon, jusqu'à présent, si la Cour des comptes n'a pas montré son efficacité, nous attendons de voir ce que la nouvelle commission va faire. C'est vrai que solennellement, on l'a encore installé hier, le vendredi, je crois, avec le Premier ministre Classou. Permettez-moi d'être sceptique, je ne suis pas encore très sûr de ce que ça peut donner, mais espérons quand même que, bon, si c'est même 1 million qui ont été sauvegardés, qu'on peut sauvegarder pour la caisse togolaise, bon, Dieu merci, on continue, on verra. Oui, vous luttez quand même contre ces genres de pratiques qui détruisent, qui portent préjudice à notre économie. Alors, est-ce que vous intentez des actions? Nous intentons des actions un peu partout, dans tous les sens. Il y a même des citoyens qui se plaignent parfois contre la justice elle-même. Vous voyez par exemple un justiciable qui a eu gain de cause au tribunal, à la cour d'appel, à la cour suprême, mais c'est le juge d'exécution qui ne veut pas exécuter la sentence. Le gars est venu se plaindre, nous sommes en instance, nous continuons pas à défendre les gens, mais j'avoue que c'est assez difficile. Ce qui rend encore la chose alors qu'on nous dit que les institutions sont indépendantes et qu'elles sont fonctionnelles, mais nous sommes parfois obligés de quitter le Togo pour aller à la cour de la CEDEAO. Nous avons même été à la cour de l'Union africaine. Et nous sommes en train de voir comment, dans quelle mesure, nous pouvons même saisir des juridictions occidentales pour que parfois on mette la pression, pour qu'on soit obligé d'attendre les gens quand ils vont partir, de pouvoir les saisir, parce qu'il y a une compétence universelle dans certains pays comme la Belgique, l'Espagne, qui peut nous être utile. Et donc nous attendons d'utiliser tous les instruments possibles pour que les citoyens... Oui, mais je reste toujours sur ce volet de détournement de deniers publics. Alors, M. Spero, on s'en souvient bien au Bénin récemment, il y a eu quand même de malversations par rapport à la CAN des U17 au Bénin et très rapidement, la justice s'est imposée et des tout-puissants, des seigneurs au niveau du football béninois ont été très rapidement mis au gnouf. Personne n'est parfait, ça c'est clair. Et le président Talon commet des erreurs, ça c'est clair. Mais il faut quand même remarquer qu'il est en train d'assainir un certain nombre de situations et c'est tout à son honneur. Et je pense que le chef de l'État, après son discours qui a dénoncé la corruption
et qui a dénoncé la mauvaise justice en ce moment-là, je pense que le chef de l'État doit reprendre son bâton de pèlerin pour changer les choses. Il a été, quand il a été choisi par ses pairs pour président de la CEDEAO, il est allé à la frontière Togo-Ghana pour montrer qu'on doit cesser la corruption là-bas. Les raquettes. Oui, donc autrement, il doit également le faire au niveau... il doit se libérer des gens qui volent ostensiblement de la... Ce n'est même plus des choses cachées maintenant. Vous voyez des gens circuler... si vous prenez un ministre, on suppose même qu'on lui donne 2 millions par mois comme salaire. On suppose même qu'il ne l'utilise pas, qu'il a d'autres moyens de subsistance. Donc 2 millions cash. Si vous faites 2 millions fois 12, ça fait 24 millions. En 5 ans, il ne peut jamais devenir milliardaire. Comment on peut expliquer qu'il y a beaucoup de milliardaires au Togo, mais que la Cour des comptes ne fait rien pour voir si la gestion est opportune ou pas? Peut-être l'inspection générale aussi ne travaille pas bien. Est-ce que les gens ne travaillent pas bien ou les gens n'ont pas les moyens de dénoncer ce qu'ils font et de procéder à des règlements judiciaires? Oui, mais parfois, est-ce que la casquette ou la couleur politique ne s'immisce pas dans cette affaire et ce qui empêche les gens d'avoir cette propension de bien travailler? Il y a deux possibilités. Il y a d'abord la casquette politique peut-être. Il y a également une autre casquette qui devient très dangereuse pour notre pays, c'est la casquette sectaire. Les gens sont dans des groupes tels qu'on ne peut pas s'auto-dénoncer. Et donc, on continue, et c'est ces groupes-là qui rejoignent nos pays maintenant. Et donc, même si la personne vole, vous n'êtes pas capable de dénoncer cette personne parce que la personne fait partie de votre secte. Vous êtes du même ordre mystique, quelque chose comme ça. Voilà, et donc ça vous contraint à ne pas le dénoncer. Bon, moi, je ne demande pas forcément qu'on dénonce. Au moins, demandez à la personne de ne plus voler. Et ce que la personne a volé, ça sert plutôt à la communauté. Vous avez des gens qui passent leur journée, parfois vous allez chez eux, on ferme toutes les portes et on sèche de l'argent. Pendant que dans le même temps, la seule institution qui semble bien fonctionner au CHU de Tokoin, c'est la morgue. Même si c'est en réflexion, c'est le seul secteur aujourd'hui qui marche au Togo. Et au Togo, c'est la morgue qui constitue la priorité à innover ou bien à réhabiliter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui meurent et donc il faut réhabiliter la mort pour accueillir beaucoup plus de cadavres. Non, disons qu'on a procédé à la contractualisation du système sanitaire. Vraiment. Et dans les entreprises qui voulaient prendre une partie du système sanitaire togolais, c'est la société qui a vu qu'il y a beaucoup de décès au Togo, qui a choisi de commencer ses activités et donc de refaire la morgue pour avoir beaucoup plus de bénéfices. Parce que c'est que nous mourrons en 2 ans. On ne touche pas la pédiatrie, du moins ça, ce sont les enfants. Pour laisser au moins les adultes mourir, mais les enfants les protéger. Mais on pense plutôt à la morgue pour accueillir les morts, les cadavres. L'entreprise qui a fait le contrat, c'est qu'il y a beaucoup de décès et donc l'entreprise là peut retirer beaucoup de bénéfices et donc c'est pour ça que l'entreprise a commencé son travail. Et peut-être si une autre entreprise trouve que la pédiatrie peut rapporter, elle aussi, elle va faire vite. Malheureusement, ça voudrait dire que l'État togolais lui-même a complètement démissionné de ses fonctions régaliennes qui sont notamment la santé. Et ça, c'est vraiment dommage. Je suivais quand même un représentant de UNIR la dernière fois au cours d'un débat citoyen, je crois, organisé par le GF2D. Il disait quand même que si on s'approche du ministre de la Santé, il nous explique le processus de contractualisation, on serait tellement fiers. Fiers en quoi? Avec c'est une belle idée. Il y a dans tous les pays des secteurs qui fondent la souveraineté du pays, l'éducation et la santé. On ne blague pas avec ces deux éléments-là. Et malheureusement, quand vous prenez même le budget alloué à ces deux départements au Togo, vous comprenez que c'est un problème. Oui. Faites les recherches, vous verrez que les deux départements ne font même pas 30% du budget national. Or, l'éducation et la santé, c'est la jeunesse. Or, nous disons que sur le plan démographique, il y a plus de jeunes que de vieux au Togo. Et donc, si on doit s'occuper de la jeunesse, même sur le plan uniquement social, le budget de l'éducation et de la santé, ces deux-là, ça doit faire au minimum 45 à 50% du budget pour qu'on puisse penser qu'on prend vraiment soin des jeunes. Vous voyez, il y a par exemple le développement à la base, qui est une bonne initiative en soi. Mais pour que les gens puissent entreprendre, il faut que les gens aient été à l'école.
Mais si l'école ne va pas, il y a un problème. Or, l'école ne va pas. Et avec les grèves des enseignants tout le temps, le niveau qui baisse tout le temps, vous ne pouvez pas voir un jeune aujourd'hui parler, faire deux phrases sans mettre le mot genre, ce qui montre qu'il y a une insuffisance en termes de langage. Et donc ça montre que nous avons un problème dans l'éducation. Et malheureusement, apparemment, on ne s'occupe pas de ça. Et tout le Togo s'occupe de la politique. Et là, quelle est la projection qu'on fait d'ici à 2030, 40? Est-ce que ce ne serait que les enfants des riches, les enfants des barons qui se font former dans les universités cotées pour revenir encore diriger peut-être ceux qui se seraient déjà abattus? En tout cas, c'est clair. C'est clair que ce soit l'école, que ce soit même l'implantation des entreprises, ce n'est que les riches qui peuvent profiter de cette situation-là. Si ça perdure dans 50 ans, dans 100 ans, ce n'est que les riches qui pourront vivre au Togo. Vous voyez, par exemple, on va dire, on est allé signer des accords avec des sociétés chinoises. On prend une société chinoise qui a un capital peut-être de 2 milliards, 3 milliards, qui vient s'implanter au Togo. Et cette société-là, elle veut faire concurrence à une société du Togo dont le capital est de 1 million ou 2 millions. Combien de temps la société togolaise peut résister? Donc ça voudrait dire que voilà une initiative personnelle d'un Togolais qui tombe à l'eau parce qu'un Occidental est arrivé. Mais pour construire, développer un pays, il faut les ressources locales. Oui, donc ce qui fait que normalement, si on va signer des accords comme ça, il faudrait trouver dans le pays des moyens de consolider l'investissement des citoyens togolais. Il y a une structure qui aide les gens, ANPG, je ne sais pas trop, qui fait l'effort de financer. Mais financer à quelle proportion? Ce n'est pas en donnant 1 million, 2 millions que les gens peuvent faire. Mais malheureusement, elle ne fait que ce qu'elle peut. Donc, il faudrait revoir complètement la structuration de ces choses-là pour que, franchement, le Togolais puisse être à l'aise. Ce faisant, ça pourrait lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage des jeunes? En tout cas, ce serait un bon début. Et l'autre versant de lutte contre la pauvreté, c'est la bonne gouvernance, c'est la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre l'impunité, c'est la lutte contre tous les fléaux sociaux qui existent dans notre pays. Et voilà, pour parler de la bonne gouvernance, alors les citoyens étaient descendus dans les rues à partir du 19 août pour réclamer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, une feuille de route depuis le 31 juillet a été recommandée à l'ensemble des acteurs politiques togolais, notamment les deux protagonistes, C14 et le parti au pouvoir. C'est la première fois que nous vous recevons ce matin chez nous après la feuille de route de la CEDEAO le 31 juillet dernier. Du point de vue global, comment appréciez-vous la feuille de route de la CEDEAO? Je l'ai dit peut-être ailleurs, la feuille de route présente, d'abord elle est une bonne chose, parce que quand les voisins acceptent de venir vous aider, et pas n'importe lesquels, c'est des présidents, des chefs d'État de leur pays, qui acceptent de sacrifier de leur temps pour venir vous aider, parce que vous-même, vous leur avez demandé de les aider d'abord, et que les gens-là se sont sentis intéressés par votre situation et qu'ils viennent, la moindre des choses, c'est de respecter ces gens-là. Et les respecter et respecter leurs avis. Parce que si vous n'avez pas besoin de leur avis, vous ne les aurez pas appelés. Et ça, c'est clair. Et surtout que nous sommes dans une situation d'une communauté économique et que nous avions signé des protocoles qui permettent d'avoir une gouvernance qui soit identique pratiquement dans ces pays. Je crois que la moindre des choses, c'est de les écouter. La feuille de route présente beaucoup de points positifs, ça c'est clair. Mais n'empêche qu'il y ait des insuffisances, n'empêche qu'il y a des imprécisions. L'une des imprécisions caractérielles, c'est le manque de chronogramme. On aurait aimé voir dans cette feuille de route-là, d'ailleurs, nous, on a eu du mal à l'appeler feuille de route. Pour nous, c'est des recommandations que les chefs d'État ont fait, qui devaient normalement être traduites en feuille de route, avec des chronogrammes pour dire à telle date ceci doit être fait, à telle date ceci doit être fait. Ça aurait permis d'éviter un certain nombre d'écueils dans la mise en œuvre de cette feuille de route-là. Malheureusement, ce chronogramme défini par rapport à chaque point au niveau des recommandations, est-ce que cela devrait être une prérogative des chefs d'État qui ont recommandé cette feuille de route ou carrément ce devrait être une action collective des citoyens togolais? Non, c'est pour ça que je dis, normalement, on n'aurait pas dû appeler ça une feuille de route. On aurait appelé ça des recommandations des chefs de l'État. Et maintenant,
il aurait appartenu, par exemple, à la CEDEAO, l'instance de gestion dirigée par l'Ivoirien, de prendre ça et d'en faire une feuille de route avec un chronogramme bien arrêté. Et ce chronogramme devait être pour tout. Par exemple, à quelle date on aurait dû arrêter les réformes constitutionnelles, à quelle date on aurait dû arrêter les réformes institutionnelles, à quelle date on aurait dû commencer les réformes électorales. Parce que c'est vraiment compliqué de chercher à aller aux élections alors qu'il y a des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui n'ont pas été faites. Ce qui avait d'ailleurs fait descendre les populations dans les rues et qui a créé la crise. Absolument. Et ça tombe sous le sens. Tout le monde doit pouvoir comprendre. Vous voyez, par exemple, on veut élire des députés. Oui. Mais les députés doivent fonctionner avec la Constitution. Et nous disons que la Constitution actuelle, elle n'est pas unanime. On veut rechanger la Constitution. Et on ne pense pas à faire quelque chose pour ça. On pense plutôt à faire des élections. Il y a un problème. Et on a fixé une seule date dans les recommandations, le 20 décembre, pour nous inciter à finir avec la crise togolaise avant la fin de l'année 2018. Les gens prennent cette date-là comme la seule référence qui veut qu'on fasse des élections. Ouais, moi, personnellement, même si les députés togolais peuvent être à leur poste jusqu'en 2050, mais qu'on fasse les réformes, moi, ça ne m'embêterait pas. Mais qu'on soit pressé de faire une élection pour que des députés arrivent encore avec les mêmes tests, je pense que c'est un problème. Et il n'est pas concevable qu'on puisse aller à des élections aujourd'hui sans avoir fait les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Quand vous prenez les tests, les recommandations, il y a des mots qu'on fait semblant de ne pas lire. Sur la CENI, par exemple, on a dit qu'on fait une CENI inclusive. Et les gens nous disent que la CENI au Togo a toujours été inclusive. Inclusive en quoi? Inclusive en quoi? L'inclusivité, là, se retrouve peut-être, il y a certains partis parlementaires qui sont à la CENI et puis c'est tout. Oui, mais est-ce que c'est ça qui fait l'inclusivité? Aujourd'hui, quand on parle des protagonistes, il y a C14 d'un côté, il y a le UNIR d'un côté et peut-être le gouvernement d'un autre côté. Bon, il y a des gens qui sont à l'extérieur, notamment il y a des gens qui ne sont pas catégorisés, il y a des gens qui sont des centristes. Et on oublie les principaux concernés que sont la population à travers, par exemple, la société civile. Est-ce que nous n'avions pas notre mot à dire là-dedans? Et maintenant, quand on parle de société civile, il y a des sociétés civiles qui sont fichées. Et donc, c'est les gens-là qu'on appelle en termes d'élection. Il y a des sociétés civiles, le gouvernement dit, ah, vous devez être dedans, vous ne devez pas être dedans, et puis l'affaire s'arrête là. Mais au nom de quoi on fait cette distribution? C'est un problème. On a parlé de la Cour constitutionnelle dans la feuille de route, qu'il fallait revoir la Cour constitutionnelle. Personne n'en parle jusqu'à présent. C'est la Cour constitutionnelle qui va se prononcer sur la fiabilité et la transparence des élections. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas elle qui valide les candidatures des candidats pour l'élection législative? Absolument. Et jusqu'à présent, on n'en a rien fait. Et on pense aller à des élections. Donc, à votre entendement, au niveau du CACIT, il faudrait nécessairement faire toutes les réformes qui sont contenues dans la feuille de route avant d'aller aux élections? La première élection qu'on devait faire au Togo pour que les choses aillent mieux, c'est les élections locales. Et pour faire les élections locales... là, vous mettez le pied dans les plats. On doit, en principe, avoir au moins des juridictions administratives dans les 5 régions du Togo. Et nous avons appelé à la réforme de la justice en ce sens-là depuis au moins 2 ou 3 ans. Et personne ne nous a écoutés. On parle de moyens, On n'a pas les moyens pour faire les juridictions administratives, mais on a des moyens pour faire d'autres choses. On a de l'argent qui s'en va rapidement. Mais c'est une question de vision. Et je pense qu'on doit viser autrement. Si on fait les locales et qu'on installe les juridictions administratives, ce serait un bon test pour faire les élections législatives et après un bon test pour faire les élections présidentielles. Oui, maintenant, vous êtes citoyen togolais. Qu'est-ce qui fait courir? Pourquoi le gouvernement court si vite ou bien autant afin de pouvoir organiser coûte que coûte les élections législatives alors que les préoccupations des uns et des autres, et d'ailleurs ceux qui sont les plus concernés par la crise, notamment la C14, ne semblent pas faire la même lecture? Bon, je pense que n'étant pas un proche du gouvernement, je ne peux pas avec certitude dire ce qui les fait courir, mais moi j'ai l'impression qu'on est en train de nous faire suivre un débat pour éviter d'aller vers d'autres débats. L'histoire de la CENI là, je pense que c'est un faux fuyant pour nous empêcher de penser plutôt aux réformes constitutionnelles et institutionnelles.
Tout le monde, vous voyez, tout le monde se préoccupe. La CENI a fait, mais les réformes constitutionnelles sont où? Donc, on fait un débat qui n'a pas de lieu. En tout cas, le ministre Bara disait récemment chez nos confrères de Togo Breaking News que les réformes seront faites avant la tenue des législatives. Et comment, je ne le saurais le dire. En tout cas, lui, il est au gouvernement. Oui. Il est dans le secret des dieux. Il doit pouvoir le dire. S'il dit que ça va se faire, ça va se faire. Mais nous, on a besoin de savoir. Parce que pour faire les réformes constitutionnelles, il ne s'agit pas de s'asseoir dans un bureau, de faire un test et de dire c'est facile. Si c'était si facile, quand ils avaient introduit le projet de loi, ça aurait passé. Quand l'ANC et les gens du CSC avaient introduit une proposition de loi, ça aurait dû passer. Donc ce n'est pas si facile que ça. Alors, le ministre Christian Clément, lui, il disait hier chez nos confrères de Pyramide FM, l'opposition donne aux Togolais une fausse image que les facilitateurs viendraient imposer quelque chose. S'il y a une solution, elle prendra en compte l'opinion du gouvernement et de sa majorité de l'opposition, et ce sera par consensus que nous déciderons de ce qui va se faire. Et précisément, il dit aucun facilitateur ne viendra à Lomé imposer une CENI aux Togolais. Quel est votre avis par rapport à cette sortie? Nous marquons la pause et nous revenons tout de suite. Chers parents, vous avez des enfants âgés de 5 à 14 et vous voulez renforcer leurs compétences en mathématiques, il y a désormais un moyen efficace et simple pour y arriver. UCIMAS. UCIMAS, un programme de développement cérébral créé en Malaisie, un moyen ultra efficace pour stimuler l'intelligence et la performance académique. UCIMAS se concentre sur l'arithmétique mentale pour développer le cerveau des enfants. Il développe des compétences d'apprentissage de base, l'écoute, la concentration, la manipulation arithmétique et la récupération des connaissances. Il améliore également la pensée créative des enfants, leur mémoire photographique et renforce leur confiance en soi. Pourquoi UCIMAS? Parce que c'est le programme de développement cérébral numéro 1 dans le monde. Actuellement dans plus de 50 pays, UCIMAS arrive enfin au Togo. Les inscriptions se poursuivent. La formation a lieu en continu pendant toutes les vacances. Programme spécial au cours de l'année scolaire pour les élèves qui en auront besoin. Contactez le 70 16 52 52 ou le 70 06 07 16. UCIMAS, faites ressortir chez vos enfants le génie qui sommeille en eux. Audi Actu, du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Victoire FM. Audi Actu, messieurs et dames, vous y êtes toujours et nous y sommes. Et retour donc en studio avec notre invité, monsieur Spero Maoulé. Il nous vient du CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. Alors, tout à l'heure, je vous donnais la position donc du ministre Christian Clément, conseiller du chef de l'État. Alors, finalement, la CENI devient un problème pour les deux protagonistes, notamment le pouvoir ne veut pas du tout lâcher prise et l'opposition non plus ne veut pas abdiquer. Je pense qu'il faut toujours faire attention pour remarquer que le gouvernement togolais joue souvent avec la légalité et avec les principes juridiques et parfois en oubliant la légitimité. C'est vrai que aucun facilitateur, même si c'est Donald Trump qui est facilitateur dans cette crise, ne peut rien imposer au Togo. Donc, la CEDEAO est incompétente alors? Pas incompétente. C'est-à-dire que légalement, il y a le principe de la souveraineté des États qui fait qu'on ne peut pas imposer. C'est pour ça que je disais une fois que même quand on fait appel à la CEDEAO, les décisions de la CEDEAO doivent être acceptées par le Togo pour que ça passe facilement. Le Togo peut accepter de devenir mauvais élève et refuser de faire tout ce qu'on lui aurait proposé au niveau de la CEDEAO, même au risque d'être mis à l'écart de la communauté. Ah bon? Le gouvernement togolais peut décider de le faire. Et être mis en quarantaine? Si le gouvernement togolais veut, on peut le faire. Tout comme le Burundi le fait, oui, de la communauté internationale. Absolument. Donc ça, c'est la légalité. Mais ça ne donne pas la légitimité. Quel aurait été le sens de ça? Ça, c'est le problème. Mais c'est vous qui avez fait appel à la CEDEAO. Et pourquoi ne pas tenir compte de ces propositions? C'est ça la légitimité. C'est-à-dire que le Togo peut le faire. Mais quel aurait été le sens d'avoir fait appel à la personne pour ne pas appliquer? Et donc, on retrouve la même chose partout. Là, vous tournez en bourrique celui que vous avez appelé à la rescousse. C'est ce que j'ai appelé au début, qu'il faut un respect à l'endroit des gens que vous avez appelés pour régler votre problème. Et le Togo a toujours eu ce problème pour respecter les accords
Oui. Notez quand même que au-delà des accords politiques inter-togolais, on en a eu 26. On met ça de côté. Mais le Togo est l'un des pays, et d'ailleurs, nous avons chanté pendant longtemps que c'est le président Eyadema et Obasanjo qui ont créé la CEDEAO. Et la Cour de justice de la CEDEAO est un organe qui émane de cette initiative du président Eyadema et Obasanjo. Cependant, nous avons eu des décisions de la Cour de la CEDEAO qui n'ont jamais été appliquées par le gouvernement togolais. Et pourtant, dans les tests de la Cour de la CEDEAO... Il y a l'affaire d'un affaire Pachanya Singbe, affaire d'un prévenu qui vous aurait saisi. Oui. Et donc, même affaire Bourona, etc. Oui. Donc, ça montre que le Togo peut décider, peut-être à tort ou à raison, d'être un mauvais élève. Est-ce que les autres États, les autres pays aussi le font de cette manière? Je ne crois pas. En tout cas, je n'ai pas entendu ce genre de choses. Bon, maintenant, il y a une chose, c'est que les Togolais ont en esprit ce qui s'est passé en Gambie, et on se dit que la CEDEAO va descendre pour imposer quelque chose au Togo. Mais la situation de la Gambie a été une situation exceptionnelle. On a fait des élections. Le gars a perdu, il a voulu forcer. Il a reconnu et maintenant il veut... Il avait volte-face. Voilà. Donc, cette situation-là montre que lui-même, il a perdu de la légitimité en ce temps. Et maintenant, il ne peut plus chercher quoi que ce soit. Ce qui aurait été la même chose en principe au Congo. Quand le mandat de Kabila était venu à expirer, il a perdu la légitimité. On aurait pu imposer quelque chose. Sauf que le Congo étant trop vaste et trop riche avec ses problèmes. Ici, le chef de l'État a un mandat qui va jusqu'à 2020. Donc, il est le chef de l'État togolais. Et donc, le président ghanéen, le président guinéen, le président nigérian, c'est ses collègues. C'est des collègues. On ne peut rien lui imposer. Mais quand même, l'autre avait dit que nous ne sommes pas dans un syndicat de chefs d'État. Oui, mais on ne peut rien lui imposer. Ah bon? C'est dans son bon sens. C'est pour être mieux à l'aise parmi ses homologues que lui-même qui leur a fait appel, il doit respecter ce qu'on lui aura proposé. Vous voyez, c'est pour ça que quand les chefs de l'État arrivent au Togo, comme en tant que facilitateur, à un moment donné, quand les choses sont bloquées, on lui fait appel. Et il vient. Il ne vient pas pour recevoir des ordres, mais il vient pour qu'on discute et qu'on lui fasse comprendre le bien fondé des décisions qu'il doit prendre. Ça aussi, il faut que le Togolais l'ait en tête. Il ne faut pas penser que Bouhari, parce que le Nigeria est vaste, va donner un ordre à Fonassi. Mais non, il ne peut pas lui donner un ordre. Il va lui donner ses points de vue. Et normalement, lui, dans l'intérêt de sa population togolaise, c'est lui qui doit faire les choses correctement. Le chef de l'État seul? Le chef de l'État et tout le gouvernement. Oui, c'est pour ça que moi j'ai appelé, au lendemain des recommandations, j'ai dit, maintenant les recommandations sont là. C'est des pistes. Il appartient au chef de l'État togolais de mettre en application tout cela. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Ce jour, nous n'avons pas encore suivi notre président de la République. Il n'a rien dit là-dessus. Par rapport à ce sujet. Il n'a rien dit là-dessus. Ni dans les interviews sur les médias internationaux, puisque au plan local, il ne le fait jamais. Et chose bizarre, le Premier ministre aussi n'a rien dit là-dessus. Aucun des deux dirigeants. Le Premier ministre pouvait recevoir des instructions de la part du chef de l'État. Oui, absolument. Mais lui aussi n'a rien dit là-dessus. Ce n'est que les ministres qui parlent. Mais pour dire... Les conseillers, il faut dire. Oui, mais il y a le ministre Bawara qui s'est prononcé également sur un certain nombre de choses. Donc, je pense que le ministre parle. Le ministre Boukessi avait parlé dans le temps quand il y a eu RFI. Donc, vous voyez, les ministres parlent. Mais le Premier ministre n'a rien dit. Le président de la République n'a rien dit. Et donc, finalement, on est dans une situation un peu bizarre. Moi, j'aurais pensé qu'au lendemain de ce truc-là, la première chose à faire, c'était de demander à ce qu'on fasse les mesures d'apaisement d'abord. Ça, on n'a pas besoin de... Et pourtant, on n'a pas fait les mesures d'apaisement et on continue pas à faire les arrestations. Heureusement qu'on a libéré les gens de Jaglé, les 7 qu'on a pris, on les a libérés le lundi. Je pense que c'est mieux. Mais il y a d'autres choses à faire. Bon, maintenant, en dehors de ça, on peut mettre sur pied rapidement une commission pour rédiger
un avant-projet de la Constitution. Mais la CEDEAO, devant tout ça, elle s'obstine à faire envoyer des experts électoraux, des experts constitutionnalistes, et on nous dit d'ailleurs que le Sénégalais serait au Togo avec un CV, je ne dirais pas kilométrique, mais je ne sais pas, de Lomé, un CV de Lomé à Washington. Mais l'expert qui est en train d'arriver, c'est sur recommandation du comité de suivi. Oui. Le comité de suivi ne voit que la mise en œuvre réelle. Le comité de suivi n'est pas habilité à régler les contentieux du dialogue là. C'est les facilitateurs qui continuent. Et il y a un élément, et ça, le l'ancien Premier ministre Agbeoum l'a relevé, le dialogue doit continuer. C'est écrit dans les recommandations. Oui. Mais il n'y a pas de dialogue. Mais les deux protagonistes n'arrivent toujours pas à s'asseoir pour dialoguer entre eux, débattre des sujets préoccupants. Mais, et ce qui pousse la C14 à vouloir renouer encore avec la rue, et le gouvernement aussi va brandir son bâton et pour dire si vous faites ici, je vous mets en prison. C'est clair que les deux parties ne peuvent jamais s'entendre. Pour la simple raison que ce qui les divise, à mon sens, ce n'est qu'une seule chose. Est-ce que M. Faure Gnassingbé peut être encore candidat? Donc c'est le bout de phrase, en aucun cas, qui revient sous une forme ou sous une autre. Donc le problème aujourd'hui, c'est si Faure doit être candidat en 2020 ou pas, c'est ça qui déteint sur tout ce Je peux t'assurer, Joachim, que si ce problème est réglé, en moins de 24 heures, toute la crise togolaise peut être réglée. Vrai. Si on règle ça, en moins de 24 heures, nous pouvons avoir les réformes institutionnelles, constitutionnelles et toutes les réformes que nous voulons. Or, aujourd'hui, les deux partis sont bloqués sur leur position. Pour unir, on ne peut pas faire, on ne peut pas mettre en aucun cas. Pour l'opposition, il faut mettre en aucun cas. Donc, si un texte est envoyé à l'Assemblée nationale maintenant, que ce soit une initiative des députés de l'opposition ou peut-être du parti au pouvoir, si dedans on n'a en aucun cas, c'est clair que on aura blocage, sauf si unir le gouvernement décide de faire autrement. Nous allons prendre les auditeurs maintenant sur le 22 21 80 99. Allô? Oui, bonjour Joachim. Oui, bonjour Jacques. Je salue l'invité. Bon, je ne sais pas si la CEDEAO était là quand plus de 1000 Togolais étaient morts après les élections ici. 2005. Bon, est-ce que la CEDEAO veut qu'on tue encore les Togolais qui donnent 20 choses décembre pour aller aux élections sans les réformes? Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un combine entre le gouvernement et la CEDEAO de donner le 20 pour cela, il court comme ça? C'est dommage. Ok, bien noté. Et on vous répondra dans un instant. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Oui, bon, vous savez, après ça, là, le président avait arrêté un tout puissant ministre politique de la paix, sous une affaire de convulsion, bien, je ne sais pas là. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un puissant pour arrêter ces voleurs, je ne sais pas, moi, ou bien c'est Adema qui a cette puissance. Merci, bonne journée. D'accord. Mais malheureusement, Adema n'est plus en vie, mais on verra bien. Monsieur Kolani. Monsieur Komlavi, bonjour. Ah, monsieur Komlavi, bonjour. Oui. Notre intervenant disait tout à l'heure que le Togo, le gouvernement n'a jamais respecté l'institution de la CEDEAO depuis que cette institution est créée. Mais tout récemment, on se rend compte que la CEDEAO demandait aux Togolais d'aller aux urnes le 20 décembre prochain. Et le Togo se prépare pour ça. Et maintenant, la tenue qui est mise en place, on demande qu'elle soit inclusive. Maintenant, les autres depuis d'y participer. Quelle est sa position? Que le gouvernement refuse ces élections ou bien qu'il arrête, or que la CEDEAO demande que le 20 là, qu'il y ait élection. Les réformes, le gouvernement l'a encore réaffirmé, les réformes seront faites avant le 20. Mais il faut séparer ces élections et c'est ce que la CENI est en train de faire. Maintenant, pour quel moyen la CENI va s'arrêter ces activités en attendant que les réformes soient faites avant les élections, que la CEDEAO exige les élections avant le 27 décembre. Et c'est ça aussi, c'est dire que le pouvoir ne respecte pas la CEDEAO. Bien noté, monsieur Komlavi. Nous allons prendre Gerbagos. Bonjour. Bonjour. Oui, Gerbagos, ça fait un petit bail. Exactement, c'est la ligne. Nous vous écoutons alors. Et bon, je demande à notre invité, est-ce que vu la situation bloquée, est-ce que c'est toujours le débat que nous allons
Togolais, bien, nous allons trouver une solution parce que après tout, nous sommes tous des Togolais. Si l'Union est bloquée, l'opposition aussi est bloquée, est-ce que, bon, nous, les citoyens, nous, les membres des associations, est-ce que c'est nous les débats que nous avons fait, bien, nous allons trouver une solution, bon, soit on l'envoie tous les deux. Et comment? Ah bon? D'accord, merci, c'est bien noté, M. Gervais Gossem. Okay. On va prendre M. Komi, bonjour. Monsieur Joachim, bonjour. Oui, nous écoutons. Monsieur Spiro, bonjour. Bonjour. Je pense que vous êtes de la société civile ou bien des droits de l'homme, n'est-ce pas? On dit souvent mon peuple meurt faute de connaissances. Vous pouvez comprendre que des gens sont à Lomé ici, ils savent qu'il y ait une décision de la CEDEAO parce qu'ils n'ont pas l'information. Et plus grave, à l'intérieur du pays, ils n'ont aucune information puisque nos radios qui partagent les informations avec nous ne couvrent pas les intérieurs. Vous êtes de la société civile. Est-ce que vous faites des actions vers ce peuple-là à qui on remet 2000 tricots casquettes pour pouvoir voter? Pour deuxième question, ne voyez-vous pas que cela remonte à un mépris vers les deux facilitateurs? Je pense que le Ghana est plus grand que le Togo 2 ou 3 fois. Et que des présidents laissent leur pays, viennent donner des décisions, bien des recommandations à un petit pays qui n'arrive pas à régler lui-même son propre problème. Voilà, le premier concerné ne prend pas son bétail de pèlerin pour tracer la voie. Et jusqu'à ce jour, il ne dit rien, absolument rien. Ne voyez-vous pas que c'est un mépris? Merci, cher ami Komi. Est-ce que c'est du mépris vis-à-vis du président ghanéen et guinéen qui laissent leur pays, même s'ils connaissent des problèmes, mais pour venir éteindre le feu au Togo? Je ne crois pas qu'il faut aller jusqu'à dire que c'est un mépris. Nous savons tous que le chef de l'État togolais ne parle pas très souvent, en tout cas pas dans le pays. C'est peut-être quand on le contraint à l'extérieur qu'il fait des interventions sur les médias. Donc je ne dirais pas que c'est des mépris. Mais au demeurant, nous on ne souhaite même pas qu'il dise, mais qu'il agisse. Il n'est pas, même s'il ne fait pas un discours, une conférence de presse, il peut quand même prendre des décisions. Nous avons toujours entendu nos ministres dire ici sur l'instruction du chef de l'État. Toujours. Alors, sur l'instruction du chef de l'État, le Premier ministre peut dire voilà, nous libérons, voilà, nous faisons, voilà, nous faisons. Donc, ce n'est pas... Pour décrisper l'atmosphère. Bon, je crois que ce n'est pas... Moi, je ne veux pas faire un procès d'intention pour dire que c'est du mépris. Je sais qu'il est très protocolaire, il sait ce qu'il fait sur le plan international. Et ça m'étonnerait qu'il ait du mépris envers ses collègues. Non, je ne pense pas. C'est la personne même qui n'a pas une grande propension à s'exprimer devant les médias togolais. Et voilà, Christian Trimouan lui met déjà en garde les facilitateurs en leur disant qu'ils ne pourront pas imposer quoi que ce soit au Togo, notamment la CENI. Monsieur Trimouan, je pense. Monsieur Trimouan, peut-être que parfois, quand il fait ses interventions, il martèle les choses de façon excessive. Ce qu'il a dit, c'est une réalité. Et je le disais tantôt, on ne peut pas imposer à un gouvernement souverain de faire quoi que ce soit. On recommande, on prend des résolutions, etc. Mais il appartient au peuple togolais, au chef d'État togolais, de savoir que pour être dans la communauté internationale, pour être à l'aise dedans, il faut qu'il fasse un certain nombre de choses. Et lui-même, il le sait. Il le sait. Donc, ce n'est pas la peine de nous dire on ne peut rien nous imposer. On peut vous imposer les choses de façon douce. On ne vous impose pas, mais la façon dont la chose est présentée, vous-même, vous savez que vous êtes obligé de faire. Oui, mais est-ce qu'il peut arriver qu'on impose la chose de manière forcée? Ça, c'est des cas extrêmement rares, comme on l'a eu en Gambie, comme on l'a eu en Guinée-Bissau, je crois. Mais c'est des cas extrêmement rares. Des cas extrêmement rares. Mais par rapport aux citoyens, c'est vrai, et c'est une réalité plausible, les citoyens de l'intérieur sont totalement privés des informations. Et ce que l'auditeur a dit, c'est que le plus souvent, on s'en va leur donner 2000 francs pour pouvoir leur acheter la conscience, il faut le dire ainsi.
Qu'est-ce que vous faites? Nous avons, par exemple, pour certaines informations, nous faisons des formations des formateurs dans toutes les régions. Oui. La dernière fois, nous avons fait encore une formation où on a fait venir les gens depuis Dapaon jusqu'à Lomé. Maintenant, il appartient à ces gens-là d'aller dans les hameaux pour donner les informations. Malheureusement, quand nous les formons, nous n'avons pas les moyens financiers pour leur permettre d'aller dans ces hameaux-là. Et donc, quand eux aussi retournent, ça reste dans un cercle citadin et ça ne va pas dans les villes. C'est un véritable problème. Ça n'avantage personne. Et c'est ça peut-être qu'il faut trouver dans l'intérêt du mouvement Espérance pour le Togo, là, du révérend Père Afognon, où il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des imams qui ont eu une population beaucoup plus accessible sur presque toute l'étendue du territoire. Si un message sort, par exemple, des évêques du Togo, ça va pratiquement chez tout le monde, en tout cas chez tous les catholiques. Les paroisses. Voilà, donc je pense que ça va être peut-être un créneau utile, mais il faudrait que ce soit, comme toujours, un langage qui cherche l'intérêt national, l'intérêt du peuple togolais. Et non l'intérêt partisan. Allez-vous toujours faire les débats? Ou bien par moment, qu'est-ce que le peuple doit faire? Quand la semaine passée, j'ai commencé par entendre les positions figées des uns et des autres, ma grande crainte, c'est qu'on retombe dans les périodes sombres. Et on est en train d'y aller si les choses ne changent pas. Mais il y a les forces de l'ordre pour encadrer tout ça. Les forces de l'ordre, attention, il y a les forces de l'ordre, certes, mais à un moment donné, tout peut échapper des mains des organisateurs. Vous voyez, les phrases commencent encore par devenir aigres. Donc, les gens sont très, très fâchés. Et il ne faut pas compter sur le fait de mettre que les dernières manifestations que la coalition a essayé de faire là, que ça n'ait pas marché. Il ne faut pas l'intérioriser, se dire que c'est fini, on a maîtrisé les marches. On ne peut pas maîtriser les manifestations. Donc ce calme serait à peu près un volcan qui est en train de s'apaiser un peu. Le Togo est en perpétuelle latence. Ça peut déclencher à tout moment. J'ai entendu dire que le 19 août, là, c'est fini, ça ne viendra jamais. Je rappelle pour l'histoire que les Allemands ont en mémoire une date de novembre 1918. Ils ont dit ça ne viendrait plus jamais. C'est encore revenu et c'est ça qui a consacré la perte du Reich. L'événement social n'est pas prévisible. Il faut tout faire pour l'éviter. Il suffit qu'un matin, qu'on fasse une annonce d'une décision impopulaire pour que les gens mélangent tout et se mettent à revendiquer. Et là, dans ce cas-là, c'est hors contrôle. Ça pourrait sauter le bouchon? Oui, absolument. Et là, il revient à qui maintenant de prendre toutes ses responsabilités? Le gouvernement ou bien la coalition? C'est le gouvernement en respectant les recommandations des chefs de l'État, de la CEDEAO. Surtout que ces recommandations-là ne sont pas différentes de toutes les recommandations qu'on a eues de tous les dialogues depuis 1990. C'est les mêmes choses sous des formes différentes. Et la CEDEAO, est-elle en train de faire une combine? Y a-t-il une combine entre la CEDEAO et le gouvernement togolais? Parce qu'elle veut qu'on tue des Togolais avant de réagir pour éteindre le feu rapidement. N'accusons pas la CEDEAO. Prenons nous-mêmes, les citoyens togolais, prenons nous-mêmes la charge de faire respecter nos convictions en exigeant les réformes constitutionnelles et institutionnelles avant les élections. Si par quel moyen la CENI va arrêter cette Si par exemple le Togo n'a pas d'argent pour financer les élections et que avec les on a augmenté le prix des produits des produits pétroliers, certainement on va ce que je veux dire, si avec les gesticulations budgétaires on se rend compte qu'on ne peut pas avoir de l'argent pour faire les élections le 20 décembre et qu'on est obligé de faire ça le 14 janvier. Est-ce que la CEDEAO va dire non, je vous ai dit le 20 décembre? Non, on ne peut pas. Le Togo est souverain. Donc cette date du 20 décembre là, il faut qu'on commence par l'oublier un peu pour faire d'abord les réformes. Mais c'est un appât peut-être pour le gouvernement qui ne veut pas du tout lâcher. Le 20 décembre. Je l'ai dit tout à l'heure, toute cette histoire de la CENI là, c'est pour éviter qu'on pense aux réformes.
Et dès qu'on va penser aux réformes, je pense que les choses iraient mieux. Et les réformes ne sont bloquées qu'à cause d'une seule phrase, en aucun cas. Quand ce problème va être soulevé, je vous ai dit, on ne mettra pas plus d'une semaine pour que tout aille bien. Voilà. Et il y a des gens qui viendra encore, qui ressuscitera des tombes pour venir encore arrêter les gens qui sont en train de détourner les données publiques. Je pense que c'est parce que Potivy-la-Clé était tombé en disgrâce que Eyadema à l'époque a voulu le sanctionner en le mettant. Potivy-la-Clé n'était pas le seul corrupteur à l'époque. Et donc aujourd'hui, Feu Eyadema n'est pas la paix à son âme, mais je crois que ce n'est plus à lui de faire quoi que ce soit. Le chef de l'État actuel a l'obligation morale de faire que les gens qui l'entourent donnent le bon exemple aux Togolais, donnent le bon exemple aux élèves et étudiants, pour que les gens puissent comprendre que c'est le travail qui fait avoir de l'argent et non le militantisme. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde saurait dire à un moment donné que nous avons besoin de l'esprit patriotique, de l'intérêt national pour que le Togo avance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Spero Maolé, président du CACIT, d'être venu chez nous ce matin. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce matin. Merci à tous de nous avoir reçus chez vous. C'est une semaine qui commence, cette belle journée de travail. J'espère qu'elle va vous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, et le Togo s'en sortirait gagnant parce que chacun à son niveau, notamment UNIR et la coalition, chacun fera un sursaut patriotique pour l'intérêt national. Excellente semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.